Vendredi, la cour d'assises de Metz a condamné à 30 ans de prison, dont une peine incompressible de 20 ans, un ancien militaire du 16e BCP. L'ancien caporal-chef Tristan Spunk, aujourd'hui âgé de 26 ans, a été reconnu coupable du meurtre avec préméditation de Sullivan Flora, soldat de première classe d'origine guyanaise. L'assassinat s'est déroulé le 30 juin 2022 au sein de l'armurerie, à l'intérieur même de Beach Camp. Durant son procès, et comme le rapportent les comptes rendus d'audience, Tristan Spunk n'a fait part d'aucun regret, demandant lui-même à être condamné à une peine de réclusion à perpétuité incompressible. Il tenait sa victime de 1 an, son aîné, responsable de l'incendie de sa voiture sur le parking du terrain militaire. Partie civile de ce procès, l'armée a condamné ce crime en estimant qu'il s'agissait d'une trahison. La promotion 2025-2026 des designs des mondes forestiers est arrivée il y a quelques jours au Moulin d'Eschviller. L'année dernière, l'École nationale supérieure des arts décoratifs, la CCPB et le ministère de la Culture avaient signé un partenariat pour 3 ans pour créer cette école de terrain sur le territoire. Pour se rendre dans le Pays de Bitche et commencer leur découverte du territoire, les jeunes n'ont pas choisi la facilité. Et on a commencé à Saverne pour faire toute une longue, ça fait 3 jours qu'on est là, toute une longue traversée à pied et à vélo. Du coup, on a pu voir surtout la forêt changer au fur et à mesure. Du coup, on a été personne d'entre nous n'est originaire d'ici et n'avait mis en fait les pieds dans les Vosges du Nord. On connaissait pour certains un peu l'Alsace et on a été hyper surpris de la diversité forestière, des personnes qu'on a rencontrées. Cette année, ils sont 3 designers, 2 architectes et une ébéniste à participer à ce projet. Exceptionnellement, une vidéaste a rejoint le groupe pour réaliser un film essai. L'objectif à réaliser en 10 mois est sensiblement le même que pour la promotion précédente. L'objectif est de s'immerger dans le territoire et aussi au fur et à mesure de développer des projets en lien avec les observations qu'on a eues. On a quelques petites thématiques de départ et là on est au tout début, ça fait 3 jours qu'on est là sur le territoire. Du coup là on est en phase de découverte et d'analyse et après on espère passer à une phase de production un peu plus tard. Le fait de pouvoir travailler en collectif, d'avoir une démarche située sur le temps long, je pense que c'est quelque chose qui est commun à tout le monde. Les étudiants ont souhaité participer à ce projet pour de multiples raisons. Je pense que pour la plupart, c'est vraiment travailler en collectif, avoir cette possibilité d'expérimentation à plusieurs, hors dans un rapport productif, vraiment financier à premier propos. Là, on a des moyens qui nous sont donnés pour pouvoir aussi proposer avec une grande liberté et surtout composer avec plein de personnes qui ont des pratiques très différentes. Les designers, architectes, l'ébéniste et la vidéaste commenceront leur travail par une phase d'étude et une première restitution de leur premier jour dans le Beacherland. Une remise dans la solidarité. Un nouveau lieu pour le rugby sarregueminois. Le club de rugby de Sarreguemines sera désormais basé à Volperswiller. Laissé libre par le club de foot, le clubhouse et le terrain vont bénéficier désormais à l'Espoir Sarreguemines Rugby. Pour le président du club, c'est une grande satisfaction d'avoir obtenu ces infrastructures. Ça nous permet beaucoup plus de nous monter en cadence en termes de financier, en termes d'effectifs, et aussi, je dirais, de l'amitié entre les seniors. Se faire des fêtes pour le rugby et aussi pour les gamins, je dirais, parce que les gamins ils ont des entraînements le samedi et chaque fin d'entraînement on offre le goûter. Et là c'est vrai qu'à Clubhouse c'est beaucoup plus pratique qu'auparavant. Avant on avait un chalet, c'est pratique, c'est vrai qu'en hiver quand il fait du -5, -6, c'était pas évident. Là franchement c'est un truc qui est génial, quoi. Hier soir avait lieu la remise symbolique des clés du clubhouse avec Marc Zingraf, maire de Sarreguemines, et le club de rugby. Ce nouveau lieu va aussi permettre au club de se préparer à ces nouvelles échéances. C'est qu'en septembre 2026, on commence le championnat en Régional 3, quoi. Donc là, on a un effectif qui est pas mal en senior, complet, mais on préfère raffiner, clarifier encore les choses, faire des matchs amicaux, etc. Et c'est vrai qu'avoir un terrain soi-même, c'est-à-dire on n'a plus besoin de faire une demande, est-ce que je peux avoir le terrain, ou etc. Demain, j'ai envie d'organiser, je ne sais pas, un tournoi, etc. On a le terrain dispo, quoi. C'est vrai que c'est beaucoup plus avantageux et c'est des perspectives qui sont beaucoup plus nobles. Avec 70 licenciés actuellement, l'objectif du club est d'atteindre les 120 en fin de saison et il compte bien s'appuyer sur ce nouvel espace pour y arriver. Ils l'ont enfin eu au bout de 3 ans de formation. 60 lauréats ont reçu leur diplôme d'état infirmier. La traditionnelle cérémonie de remise s'est déroulée au centre social du CHS de Sarreguemines.
La promotion affiche un taux de réussite de plus de 90% et une bonne partie souhaite travailler sur le territoire. Les diplômés ont pu profiter pendant quelques mois du nouvel IFSI construit à côté de l'hôpital Robert Pax. Une des étudiantes s'est démarquée en devenant major de la promotion. Ismaël Abdelawi a 49 ans. Elle a décidé d'évoluer dans sa carrière. Elle était aide-soignante pendant plus de 20 ans. Les lauréats ont pu partager ce moment avec leurs proches et ceux qui les ont formés. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, je vous ai demandé hier si le musée de la Grande Place de Saint-Louis tenait son nom de son emplacement dans son village et j'ai pu constater dans les commentaires que vous êtes nombreux à vous intéresser au travail du verre puisqu'il n'y avait que des bonnes réponses. Une place est en réalité le lieu où travaillent en équipe les verriers et la Grande Place désigne celle où les plus grandes pièces sont produites. Et pour la question du jour, on se tourne vers Meisenthal. Savez-vous combien de modèles comporte la collection des boules de Noël du CIAV ? À vos commentaires sur notre page Facebook et n'hésitez pas à nous dire si vous en possédez et lesquels. Et côté météo pour demain, ce sont la pluie et les orages qui nous attendent. La matinée débutera sous des coups de tonnerre, mais des averses vont s'atténuer dans le courant de la journée. Côté température, elles vont varier entre 9 et 10 degrés. Demain, nous fêtons les Tecles et il fera jour de 7h19 à 19h27. Passez tous encore une belle journée et à demain. Vous regardez Mosaïque Cristal, vous avez l'habitude de voir le plateau à la télé. Venez découvrir l'envers du décor et rencontrer l'équipe de Mosaïque Cristal. Vous pourrez vous glisser dans la peau d'un journaliste, interviewer un invité ou être interviewé. Vous découvrirez aussi les coulisses de la réalisation d'un reportage. Vous pourrez vous mettre dans la peau du réalisateur et de l'équipe technique. Et vous saurez tout sur les drones. On vous invite dimanche 5 octobre de 10h à 18h pour des portes ouvertes immersives. Pourquoi avoir choisi le nom La Passion de l'audition ? À La Passion de l'audition, nous sommes passionnés par notre métier, mais pas que. Nous intervenons aussi bénévolement pour des missions nationales et internationales. Et en plus, nous sommes membres actifs de l'association Audition Solidarité depuis plus de 15 ans. Laissez-vous tenter au rayon boucherie d'Intermarché Sarreguemines et Beach. Rôti Orloff ou chorizo, cordon bleu, paupiètes et papillotes. Découvrez nos délicieuses préparations faites maison. Grâce au savoir-faire de nos bouchers, elles sont fabriquées chaque jour sur place avec une viande d'origine française. Parce que bien manger commence par bien préparer. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtements, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Préparez-vous pour une nouvelle aventure avec Hopla. Cette semaine, je vous emmène à nouveau à Sarreguemines. Aujourd'hui, cap sur la rive droite en compagnie d'Arlette Kremer, ma guide officielle pour cette balade. Tout le monde connaît Sarreguemines pour sa faïencerie, mais la ville a aussi abrité d'autres industries florissantes. Une tuilerie, une fonderie, une serrurerie ou encore une usine de confection de chapeaux. À travers un circuit ponctué d'arrêts devant de belles demeures, Arlette nous fera un point sur l'architecture, mais aussi sur l'histoire de celles et ceux qui ont vécu et qui ont marqué la ville. Nous partirons également à la rencontre de ceux et celles qui font vivre notre territoire.
Rendez-vous ce jeudi sur Mosaïque Cristal. Je suis heureux de vous accueillir devant l'église de Zétain, cette église qui est un joyau de l'abbaye bénédictine de Tholey, merveille de l'art gothique allemand tardif et également monument classé au patrimoine historique depuis 1891. Transfert de patients en urgence, centre de test Covid. Il y a 5 ans, la France et l'Allemagne s'unissaient pour affronter une crise sans précédent, le Covid. Aujourd'hui, la pandémie est derrière nous, mais une question demeure. Et si la coopération d'hier pouvait devenir la santé de demain dans notre région transfrontalière? Peut-on demain se faire soigner en Allemagne sans tracas, sans barrières linguistiques ou factures salées? Pour y répondre, 4 invités se joindront à nous dans l'émission Polygone. Florence Guillemin pour l'Eurodistrict Sarre-Moselle, Anne Brunet pour la Caisse primaire d'assurance maladie, Renaud De Freitas pour le pôle transfrontalier de cardiologie et Hervé Blachman, pharmacien. Rendez-vous le dimanche 28 septembre sur Mosaïque Cristal. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Un dépassement de soi pour aider les autres. Florian Wagner s'est lancé cet été un défi hors du commun. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors vous habitez à Beach, vous êtes professeur des écoles et en juillet vous vous êtes envolé pour l'Albanie avec votre papa. C'est ça. Un voyage au départ sportif mais avant tout solidaire. Quel était l'objectif premier de ce voyage ? Alors l'objectif premier de ce voyage, déjà, c'était de concrétiser donc un désir sportif, puisque du coup, depuis quelques années, avec mon père, qui est mon grand compagnon de voyage depuis longtemps, on pratique un petit peu la marche à pied. Donc l'occasion, c'était vraiment de découvrir de nouveaux paysages, de nouveaux horizons, toujours dans une logique de découverte, d'ouverture à l'autre, d'ouverture à d'autres pays, à d'autres civilisations. Et en fait, du coup, l'occasion s'est faite que du coup, j'ai eu l'idée, par le biais d'un autre bénévole, d'associer ce projet du coup de découverte et de marche à un projet solidaire avec l'association L'Envol. Donc c'est une association qui est basée à Paris et pour laquelle je suis bénévole depuis 2015. Et donc du coup c'était le hasard, mais je trouvais que c'était une bonne idée, je dirais, de célébrer ces 10 ans d'engagement auprès de cette association qui est très chère à mon cœur par ce projet solidaire. Et donc, il y a une collecte de dons qui était organisée en parallèle du voyage, c'est ça? Tout à fait. En fait, au biais d'un séjour via cette association, un autre bénévole avait organisé une collecte pour le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et du coup, ça m'a donné l'idée, après coup, d'associer exactement de la même manière que lui l'avait fait, en fait, ce projet solidaire à un projet humanitaire qui me tenait vraiment à cœur, afin non seulement de faire connaître l'association, et également, par le biais de la collecte, de récolter des fonds pour permettre au maximum d'enfants malades de pouvoir bénéficier des séjours que propose cette association. C'était la première fois que vous faisiez un voyage de ce type à titre solidaire ? Non, alors j'avais déjà fait auparavant un voyage à pied associé à un voyage pédestre à un projet solidaire, oui. Par contre, j'ai déjà effectué plusieurs missions humanitaires avec différentes associations, notamment au Bénin, en Inde, à Madagascar, au Liban. D'ailleurs, je salue vraiment toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ces différentes missions parce que c'était vraiment des missions incroyables, donc plus tournées vers le versant enfant, animation, enseignement, etc. Mais c'est vrai que c'est vraiment des rencontres humaines, des rencontres à l'autre, je pense, là je parle en tant qu'enseignant, mais finalement on est enseignant, mais c'est surtout soi-même, on en apprend énormément via vraiment ces voyages. Et donc du coup là, l'occasion c'était peut-être une autre forme, c'est-à-dire se faire plaisir, mais en même temps faire plaisir à d'autres. Et c'est vraiment, je pense aussi, ce goût de l'aventure et de rencontre à l'autre. Alors le goût de rencontre à l'autre, j'ai toujours eu. Le goût de l'aventure, peut-être un peu moins, mais par mes expériences de vie, etc., ce goût de l'aventure, il est venu et une fois qu'il est là, on ne peut plus s'en passer. C'est-à-dire c'est tellement enrichissant d'aller à la rencontre de l'autre que finalement, c'est devenu vraiment un objectif. Voilà, chaque année, j'essaie de me fixer un défi un petit peu solidaire ou un petit peu humanitaire et c'est vraiment quelque chose qui est très important et je pense que on parle beaucoup d'engagement, etc. Mais enfin, moi, là, je parle à titre personnel, il y a une dimension un peu égoïste parce que finalement, moi, j'en retire énormément.
énormément, humainement parlant. Et du coup, c'est un vrai plaisir de concrétiser ça. Et aussi, puisqu'on parlait aussi de mon papa, c'est vrai que du coup, je pars avec lui depuis très longtemps. C'est vraiment... plus qu'un papa, c'est un compagnon de voyage, un complice. On a déjà été dans beaucoup de pays différents. Et donc vraiment... c'est une passion commune. C'est une passion commune qu'on a vraiment tous les deux, de découverte, etc. Alors moi, le sport quand même, ça c'est plus mon papa. Mais du coup, voilà, j'essaie de me surpasser un petit peu et on va dire de relever des défis sportifs. Et pourquoi l'Albanie cette fois-ci ? Alors pourquoi l'Albanie ? Alors tout simplement parce qu'il faut savoir que du coup, quand on choisit une destination avec mon père, on n'a jamais de destination préconçue. Ça se fait un petit peu, je ne vais pas dire au hasard de ce qu'on peut lire, entendre, découvrir, c'est un petit peu ça. Et en fait, cette année, on cherchait une destination tournée autour de la marche et de la nature. Et en fait, en se renseignant un petit peu, on nous avait parlé de l'Albanie qui était encore émergente, mais en même temps méconnue, qui en même temps était encore sauvage et qui était quand même un cadre de randonnée qu'on citait beaucoup dans les lieux incontournables et les lieux intéressants. Et donc du coup, c'est ce qui nous a fait choisir d'aller en Albanie et d'en faire également un grand tour parce que du coup, c'est vraiment un pays avec des visages très différents entre le nord qui est très montagneux, le sud qui est beaucoup plus, qui rappelle un petit peu la France méditerranéenne. Donc c'est vrai que ça a été très intéressant parce que finalement, on a fait plusieurs voyages en un. Parce que vraiment, tant les paysages, etc., étaient différents que nous avons eu l'occasion d'observer. Et donc finalement, je pense que c'était un très bon choix. Voilà, c'est un pays qui gagne à être connu et qui n'est pas encore trop, qui est assez méconnu et qui gagne vraiment à l'être. Donc vous êtes parti du 11 au 25 juillet, vous avez parcouru plusieurs kilomètres par jour. Est-ce que vous savez au total combien vous avez parcouru de kilomètres ? Alors je crois que c'était à peu près dans les 130, même si il y avait des étapes avec beaucoup de dénivelé. Donc finalement, pour ma part qui suis un peu moins sportif, le kilométrage est un petit peu moins insignifiant parce qu'il y avait quand même des étapes avec beaucoup de dénivelé. Mais du coup, c'était un défi sportif qui rentrait un petit peu dans la lignée. Il y a quelques années, on avait aussi fait le tour du Mont Blanc. Du coup, avec mon père, qui avait aussi été un grand défi sportif à l'école, surtout pour moi. Parce que voilà, c'était quand même le Tour du Mont Blanc, ça fait un petit peu partie du Graal des randonneurs, et j'avais beaucoup souffert, mais du coup, je voulais réitérer l'exploit en me disant un petit peu que quelque part, j'ai envie de dire, comme par le biais des nombreuses associations auprès d'enfants malades que j'ai fait, donc là on parlait de l'envol, j'ai eu aussi l'occasion de faire VML, vaincre les maladies lysosomales, l'AOPA, Palipède, enfin voilà plusieurs, l'APF, les paralysés de France, c'est-à-dire là c'est l'envol, mais c'est aussi, je dirais, tous les enfants malades que j'ai eu l'occasion de rencontrer, ou même les enfants, même dans le cadre de mon enseignement, je pense qui m'ont donné cette force en fait de me dire que en fait je le fais pour eux et du coup ça m'aide à me surpasser. Je pense que du coup ça donne vraiment au-delà de l'aspect sportif individuel, mais le fait de savoir qu'on le fait pour une cause qui nous tient vraiment à cœur, je pense que ça pousse vraiment à se surpasser et aller au bout de ses limites et finalement on est fier de soi et on le fait pour quelqu'un et du coup ça donne vraiment cette plus-value en fait qui permet de se surpasser, d'aller au-delà de ses limites. Et sur place, vous étiez aidé un petit peu pour aider à construire votre parcours Tout à fait. Donc là, on était passé par une agence, comme on ne connaissait pas trop le pays, on était passé par Aliber Trekking qui réservait les hébergements, en fait. Donc des hébergements en gîte, etc. Mais qui s'occupait quand même de la logistique. Donc du coup, ça, c'était pas mal. Et ça nous a quand même permis, du coup, de faire tout le tour de l'Albanie avec des étapes qui étaient bien découpées, etc. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Et vous êtes allé à la rencontre des habitants, de cette nouvelle culture aussi. On a eu une nuit du coup chez l'habitant, qui du coup a été une nuit très intéressante du point de vue du contact humain. Et c'est vrai que c'est toujours rigolo parce que c'est un peu comme dans une émission humanitaire, c'est-à-dire qu'au début il y a la barrière de la langue, on ne sait pas trop comment se comporter. Et finalement, une fois que l'humain est là, au bout d'un moment, par le biais de la musique, par le biais d'anecdotes, on est allé à une fête de village. Et en fait, ça permet vraiment de se dérider. Je trouve que même c'est un beau message aussi de tolérance et d'universalité, parce qu'on se rend compte que finalement, où qu'on soit sur la planète, finalement, on a des valeurs humaines qui nous rassemblent tous. Et ça, quand on a le courage d'aller un petit peu au-delà des différences, qui n'est pas toujours évident, au-delà de ce qu'on ne connaît pas, finalement, c'est des vraies leçons de vie qu'on reçoit. Et donc ça, c'est vraiment très chouette. Et donc, je disais au début d'émission, vous êtes aussi professeur des écoles. Ce voyage et même vos précédentes expériences, est-ce que vous en parlez justement avec vos élèves ? Tout à fait. Donc moi, je suis professeur des écoles spécialisées. Donc là, cette année, du coup, je suis en congé de formation. Donc je fais un diplôme universitaire en art-thérapie, en médiation artistique, théâtrale et corporelle, parce que justement, je trouvais que pour le public que j'accompagne, c'est important aussi de toujours se former, d'être en veille pédagogique perpétuelle. Et du coup, j'ai
j'essaie toujours de me nourrir à la fois de ce que je vis un voyage en mission humanitaire dans mon enseignement, donc de deux manières différentes. À la fois, ça peut se manifester par des connaissances, on va dire, je dirais scolaires, un petit peu en géographie, sur les pays, etc. Mais du coup, le fait d'aller à la rencontre de l'habitant et de montrer les photos personnelles, ça ajoute quand même une plus-value, contrairement à ce que pourrait être un manuel de géographie traditionnel. Parce que du coup, quand c'est incarné, je pense que ça parle beaucoup plus aux élèves. Et donc, du coup, il y a vraiment l'aspect où on peut montrer la diversité d'un paysage, tout simplement par des photos, des vidéos, un petit peu les villes, suivre le parcours qu'on peut faire. Mais également, je pense, au-delà, là, je suis plus sur les voyages humanitaires, par les valeurs que ça peut représenter. Parce que je pense que du coup, en tant que professeur des écoles, on a la mission d'enseignement des savoirs pédagogiques et scolaires, mais on a aussi la mission de former les futurs citoyens qui seront acteurs et constructeurs du monde de demain. Et du coup, je pense que sensibiliser les élèves à des projets alors humanitaires, citoyens, humains, tels qu'ils soient, c'est aussi important parce que du coup, ça sème quand même des graines pour les enfants qui seront finalement les futurs acteurs, les futurs bâtisseurs du monde de demain. Et donc c'est pour ça, je pense qu'il y a vraiment ces deux aspects, le culturel, le géographique, qui est super important, et l'aspect, on va dire, plus idéologique sur les valeurs que peuvent transmettre de tels projets. Et donc, et à titre personnel, je pense que ça développe aussi la créativité, parce que moi, je me souviens, mes voyages, j'aime toujours les introduire. Quand j'étais en Afrique, c'était la cigogne, finalement, la petite mascotte qui émigrait en hiver, qui nous envoyait des photos toutes les semaines. Donc ça, c'est aussi mon côté un petit peu créatif. Je trouve qu'il y a aussi un petit peu toute la manière dont on peut l'emmener. Et ça peut aussi sensibiliser les élèves. Des fois, on recevait un mail, des fois, on recevait un courrier. Donc c'est, d'un point de vue, je dirais, de la didactique, c'est aussi intéressant. Je me fais plaisir. C'est un terrain de jeu aussi où du coup, je peux me faire plaisir pour emmener vraiment différents supports, des lectures d'albums, enfin quel que soit l'âge, de maternelle où j'ai exercé en Ulysse, etc. Je veux dire, ça peut aussi permettre aux élèves d'accéder à des ouvrages documentaires, à des albums théâtre de jeunesse sur le thème, parce que ça, c'est ma grande passion aussi. Donc ça, c'est aussi, je trouve, une ouverture à différents supports pédagogiques pour les élèves, c'est-à-dire comment on se renseigne sur un pays, etc. Et donc ça, je trouve que vraiment l'entrée par la pays, la découverte de l'autre, ça ouvre plein de possibles. Et là, on parlait de découverte de l'autre. Du coup, c'est vrai que autant on peut aller à la découverte de l'autre dans un autre pays, mais même au sein de sa propre région, parce que je sais que moi j'ai toujours aimé travailler, je fais toujours des projets intergénérationnels avec les EHPAD, etc. Et du coup, je pense que le témoignage de ces voyages, c'est un inducteur, c'est une porte d'entrée pour faire émerger d'autres projets qui permettent de s'intéresser à l'autre, à l'altérité. Oui, ça apporte de l'interaction aussi différente. Tout à fait. Et je pense que ça permet même aux élèves, donc du coup par le biais de ces projets tournés vers l'autre, finalement c'est ce que je dis, moi j'ai toujours enseigné dans le spécialisé, mais je dis souvent, on parle souvent de l'enseignement ordinaire et de l'enseignement spécialisé. Moi j'aime bien souvent dire qu'ils sont extraordinaires, parce que du coup je pense que par la pédagogie de projet, telle que peut être le voyage, l'ouverture à l'autre, finalement les enfants sont amenés à se découvrir des potentialités et des talents qu'ils ont en eux et qui demandaient qu'à éclore et à émerger. Et du coup, je pense, c'est mon avis, mais je pense que vraiment la pédagogie de projet, ça permet vraiment de leur faire prendre conscience de tous ces talents qu'ils ont en eux. Et là, je fais un petit peu le parallèle, parce que du coup, je ne l'avais pas dit avant, avec l'association L'Envol, parce que du coup, il faut savoir que l'association L'Envol, donc elle organise des séjours pour des enfants malades, et également pour leurs familles, c'est important aussi, parce qu'ils font aussi, par exemple, des séjours pour les fratries, les frères et sœurs, des week-ends famille. Donc, c'est-à-dire, on est aussi sur... il y a les enfants malades, mais il y a aussi des séjours pour les aidants, qui sont des fois un petit peu oubliés, qui finalement, par effet ricochet, supportent aussi beaucoup le poids de la maladie. Et en fait, L'Envol a un principe qui s'appelle la thérapie récréative, que j'essaye de distiller également dans mes engagements associatifs et d'enseignement, qui est en fait le principe de pousser les enfants à se dépasser, mais à leur niveau, avec leur propre... c'est-à-dire, je prends l'exemple de l'activité escalade qui est souvent proposée, c'est-à-dire que chaque enfant va être amené à se dépasser, mais par exemple, pour un enfant qui n'aura pas peur, il va pouvoir faire plusieurs fois le mur d'escalade, mais un autre, son Everest à lui, ce sera d'aller ne serait-ce qu'au 2e, au 3e, au 4e. Et en fait, à L'Envol, on est vraiment formé à verbaliser les enfants... non pas uniquement sur qu'est-ce que tu as aimé la journée, etc., mais à mettre en mots tous les succès qu'ils ont réussi à accomplir au cours de la journée. Et leur montrer que finalement, malgré la maladie, malgré la stigmatisation qu'ils peuvent des fois subir au quotidien de manière consciente ou inconsciente, du fait de leur maladie, l'isolement, etc., finalement, on les encourage à se dépasser et à prendre conscience qu'ils sont capables de grandes choses. Vraiment leur donner cette oasis où on leur montre que finalement, il n'y a pas de frein et que tout le monde est capable. Et vraiment, cette philosophie de la thérapie récréative que moi j'ai découverte à L'Envol, j'essaye vraiment de la distiller au quotidien
Pour moi, c'est plus qu'un simple séjour de 5 jours. C'est-à-dire, c'est vraiment une philosophie de vie que vous voulez partager. Que je souhaite partager, tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que j'aime bien cette association, du coup, parce que je trouve que ces valeurs, elles sont fondamentales dans la société d'aujourd'hui. Et vous, à titre personnel, est-ce que vous avez d'autres projets de voyage humanitaire? Toujours, ça ne s'arrête jamais. C'est ça le problème, c'est que du coup, on en devient... je disais, moi j'aimerais peut-être... J'ai d'autres pays, alors à titre purement d'intérêt personnel, j'ai pas encore beaucoup été en Amérique du Sud, au Népal, donc ça c'est vraiment des cultures, des civilisations que j'aimerais découvrir, toujours en lien avec les enfants, et pourquoi pas continuer la marche dans des pays aussi, on parlait, je pense à l'Ouzbékistan, au Kirghizistan, voilà, des pays qui sont aussi adaptés à la marche, mais en tout cas, ça c'est sûr que je dirais que l'engagement humanitaire et culturel, je l'ai vraiment chevillé au corps et c'est ce qui donne vraiment du sens à mon métier, mais même à mes engagements à côté. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais faire pour toutes les raisons qu'on a dites. Hein. C'est-à-dire qu'à la fois pour le dépassement personnel et à la fois, je dirais, alors je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais pour rendre un petit peu, je dirais, hommage à tous ces enfants qui ont donné des belles leçons de vie. Et voilà, pour moi, c'est vraiment important par ces biais-là. Et je trouve que vraiment le voyage culturel et le voyage sportif, en fait, ils regroupent tout ça. Et donc, du coup, finalement, moi, je m'y retrouve bien. Bon, on n'hésitera pas à suivre vos nouvelles aventures. Et si les téléspectateurs veulent faire un soutien à l'association L'Envol, vous avez le lien qui s'affiche en bas de votre écran avec le QR code pour accéder justement à la cagnotte qui a été mise en place par Florian. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup pour l'invitation, et pour l'association aussi. Avec grand plaisir. Et très bonne journée à tous. Je m'appelle Aurélie et je suis la créatrice de La Petite Mirabelle, qui est une marque de sacs à main et d'accessoires du coup éco-responsables. Alors j'ai atterri dans la couture à l'âge de 15 ans. En fait, tout simplement quand j'ai découvert qu'il y avait une école de couture à Frémin-Merlebach. J'étais pas une mauvaise élève. Le problème, c'est que du coup, je me retrouvais pas du coup dans le système général. Et je trouvais pas de sens. Et c'est justement au Forum des métiers en classe de 3e où là j'ai découvert le stand de cette école de couture où en fait ils présentaient sur toute la table, il y avait des figurines de mode et là ça m'a parlé. Et donc je suis partie du coup en brevet de technicien en couture floue où j'ai appris donc la couture et la création. Et après ça, j'ai continué sur un BTS en industrie des matériaux souples où j'ai appris le métier de modéliste industriel où là je me suis vraiment épanouie parce qu'il y avait vraiment le côté technique avec vraiment l'élaboration d'un produit du début jusqu'à la fin, mais c'était le côté technique et organisation qui accompagnait la partie créative. Donc je suis modéliste et couturière de métier. Et quand je suis sortie de l'école, j'ai commencé à travailler dans une boutique de décoration intérieure où en fait ça a été une expérience très riche pour moi parce qu'il y avait vraiment toute la partie réalisation de A à Z parce qu'en fait je réalisais des rideaux sur mesure. Et le jour où la boutique a fermé, donc j'ai été licenciée pour raisons économiques. Donc pour moi, il était hors de question de pouvoir quitter, partir, aller travailler ailleurs. Parce que dans le domaine de la couture, il n'y a pas de travail ici. Et donc j'ai fait le choix de me reconvertir alors dans la partie administrative parce que c'était un petit peu ma deuxième passion. C'était le côté très, très rigoureux et organisationnel de la bureautique. Puis je suis revenue à la couture et en fait j'ai enchaîné les va-et-vient comme ça pendant toute ma carrière. C'est en 2019, j'étais responsable d'un atelier de flexible dans l'industrie de la ventilation, donc à Ambar. C'était un univers très froid et il y a eu le Covid qui est arrivé, il y a eu un peu la déchéance, l'entreprise qui allait très mal. J'ai été licenciée donc au moment du Covid, en avril 2020.
Et du coup, là, il y a eu tout un processus. C'était en rentrant donc au mois de juillet que j'ai commencé un peu à chercher sur Internet pour trouver mon sac idéal. Absolument pas, voilà. Mais par contre, j'ai trouvé le tissu de liège. Et là, j'ai eu le petit déclic. J'ai acheté mon premier coupon de tissu de liège et j'ai confectionné mon sac à main au mois d'août. Et c'est là que je me suis dit, c'est bon, c'est ça. Donc ça fait maintenant exactement 4 ans et demi que je commercialise mes sacs à main et mes accessoires. Alors forcément, dans l'artisanat, c'est devenu très compliqué. Donc j'ai ma casquette de secrétaire. Donc je travaille en ce moment dans l'administration, dans l'immobilier, qui n'a absolument rien à voir. Et en parallèle, j'ai la micro-entreprise, donc la petite Mirabelle. Le fait de travailler la matière, de couper, de sentir le ciseau glisser sur le tissu, d'avoir l'aiguille qui rentre justement dans le tissu, et encore en plus le tissu de liège, parce qu'il y a vraiment une sensation, j'adore coudre le tissu de liège, et d'avoir après de terminer avec quelque chose en main, et après il y a aussi ce contact avec les gens, lors des expos, de parler de son métier, de sa passion, et de voir que ce qu'on fait, ça plaît, et on a toujours un beau retour en fait des clients. Et je sais pas, c'est ce qui me fait vivre en fait, et c'est là où je me retrouve. Et voilà.